Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la Pas croyable d'histoire qui va s'attaquer à l'histoire de la criminalité. La criminalité fait souvent parler de bouche à oreille au fil des ans. Elle est souvent victime de paniques moraux. Mais ce que j'avais remarqué est que comme le cinéma et la musique, ça change de tendance d'une époque à l'autre. Assez parlé comme ça, lançons-nous dans la vidéo, on va d'abord commencer par l'Antiquité. Durant cette période, la criminalité se variait selon les endroits, à savoir l'Égypte, la Grèce et la Rome. Durant les Grecs et les Romains avaient le viol, l'homicide, l'adultère, le vol et la piraterie. C'est un peu une façon de fuir et de survivre à la pauvreté avec le manque de bouffe qu'avaient les villageois. Les Égyptiens avaient le cambriolage de bijoux qui était jugé comme sacré pour eux. Ils dérobaient même des sarcophages afin de devenir riches. La période du Moyen Âge avait inclus le vol des récoltes, mais aussi le braconnage, qui est une sorte de d'animaux sans permis spécial, pardon, les incendies de façon volontaire venant de la personne qui est aussi appelée la pyromanie, ainsi que la rébellion dont le dernier cité a une histoire bien plus intéressante à raconter. Cela avait commencé à partir du XIIIe siècle où les pauvres n'en pouvaient plus de souffrir après l'inflation de 1285. Beaucoup perdaient leur loyer, crevaient de faim et souffraient de la peste. La véritable cause était que les riches en avaient besoin pour financer des guerres, donc ils avaient coupé des pièces d'or et d'argent, ce qui avait mis les pauvres en colère. La révolte s'était même illustrée dans toute l'Europe. C'est très similaire aux manifestations opposant la guerre du Vietnam chez les étudiants durant les années 60. Mais vers l'arrivée des temps modernes, on ressentait des tendances où les femmes pouvaient montrer leur capacité de commettre des crimes. Il y avait eu l'âge d'or de la prostitution avec le boom des maisons closes durant une période où les gens voulaient se sentir libres en s'opposant aux conformités chrétiennes. C'était même devenu une tendance qui avait pour nom le libertinage, ainsi que la sorcellerie, qui était un peu une façon de s'opposer aux conformités chrétiennes et au patriarcat durant cette période de colonisation et d'échanges culturels. Mais il y avait eu beaucoup de procès contre ces pratiquantes qu'elles étaient condamnées à la noyade et à la pendaison. L'événement le plus célèbre était bien sûr le procès de 1692 à Salem. Hashtag Girl Power. À part les crimes féministes, cette époque avait comme tendance la contrebande, une façon illégale de transférer par bateau des matières et des réfugiés, probablement à cause que les temps modernes étaient la période des colonisations et qu'il y avait eu plusieurs blocus. À partir du XIXe siècle, des actes de vol et de cambriolage se sont multipliés aux États-Unis. C'était l'époque où on commençait à connaître de grands noms de la criminalité, aussi appelés les hors-la-loi. Ils avaient connu la gloire durant la conquête de l'Ouest, où ils voulaient fuir la pauvreté, ce qui nous avait donné Butch Cassidy, Billy the Kid, Jesse James, les frères Dalton et Cole Younger. La criminalité du XIXe siècle était aussi présente au Royaume-Uni qui avait aussi un courant similaire aux cambrioleurs du Far West. Ce courant de l'ère victorienne avait comme criminels célèbres appelés des serial killers. Le plus célèbre d'entre eux était Jack l'Éventreur, mais il y avait aussi Burke and Hare, Thomas Griffith Wainwright, les London Burkers, John Lynch, Jonathan Bowles et William Palmer. Les serial killers de cette époque étaient aussi des femmes, probablement en réponse à la troisième vague de féministes qui avait commencé en 1850, ce qui nous avait donné comme tueuses emblématiques Marie Cotton, Amelia Dwyer, Lizzie Borden et Madeline Smith. Par contre, il y avait un courant qui était disponible dans les deux pays que nous avons cités, qui est le crime organisé. Cela avait commencé lors de la vague d'immigration européenne aux États-Unis, où ils étaient en quête pour fuir la pauvreté. Plusieurs personnes s'étaient lancées dans le crime comme le braquage, les incendies volontaires et la prostitution. Il y avait même eu cette panique morale dont on associait tous les immigrants comme étant des gangsters, dont on faisait plein de caricatures racistes sur eux. On sait tous que ce n'est pas parce qu'on est d'une ethnie qu'on est telle ou telle personne. Ça n'a pas empêché d'avoir des gangs populaires comme les Bowery Boys,
les Forty Thieves, les Dead Rabbits et le Five Pound Gang, gangs d'effrayer les quartiers de New York. Tandis qu'au Royaume-Uni, les gangs ont été lancés lorsque le Factory Act de 1833 avait permis aux enfants d'être libres du travail. Ils avaient donc commencé à faire des farces dans la rue, puis en grandissant au fur et à mesure, ça leur avait donné l'idée de se mettre dans le crime. Le plus célèbre étaient les Peaky Blinders de Birmingham, les Penny Mods de Glasgow et les Scuttlers de Manchester. À l'aube du XXe siècle, la criminalité de la fin du siècle précédent avait eu un léger déclin avec la Première Guerre mondiale, pardon. Mais elle revenait se réincarner dans toutes ses cendres lors de la Prohibition durant les années 20 et 30. La Prohibition était un événement où les États-Unis avaient rendu l'alcool illégal, alors que ceux qui étaient en désaccord se sont lancés dans le crime organisé, avec le plus célèbre caïd de cette période qui était bien sûr Al Capone. Cela avait aussi fait connaître beaucoup de gangsters tout aussi recherchés par le FBI les uns les autres. On avait eu comme célèbre la loi Bonnie and Clyde, Pretty Boy Floyd, John Dillinger, Ma Barker et Babyface Nelson. Le courant des gangsters s'était décliné en 1933 lorsque le président avait signé le Colin Harrison Act. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, arrivent les adolescents, qui étaient une nouvelle découverte dans la société avec la popularité de ce nouveau terme. Durant cette période, il y avait eu la délinquance juvénile où les ados de l'époque volaient des voitures, menaçaient de mort avec des canifs, se bagarraient et commettaient des viols dans des magasins. Beaucoup pensaient que c'était à cause de leur culture qu'ils consommaient comme les BD et la télévision, alors qu'on sait tous que c'est pas parce qu'on aime quelque chose que ça va nous influencer. Le vrai problème de la délinquance juvénile, c'est parce qu'on n'était pas bien surveillé ou discipliné. À partir des années 60 arrive la contre-culture, un courant de rébellion opposant les normes de la société de cette époque comme la guerre du Vietnam. C'était là qu'avaient lieu des motards qui s'étaient fait connaître via des articles de journaux au milieu de la décennie. Il y avait eu comme gang les Hells Angels, les Gitanes, les Atoms et les Disciples. Ces organisations criminelles faisaient même du trafic de drogue et quelques crimes violents comme le meurtre. Les motards des années 60 étaient qualifiés par les médias comme étant le contraire des hippies, à cause qu'ils étaient plus conservateurs. Vers la transition aux années 70, la criminalité devient plus extrême, probablement due aux effets des violences étudiantes de 69. Tout ça avait rendu populaires les sectes durant une période post-liberté sexuelle. Les gourous de sectes les plus populaires étaient bien sûr Jim Jones et Charles Manson. Les effets de la libération de la fin de la décennie précédente avaient aussi popularisé une nouvelle vague de serial killers comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, le tueur du Zodiac, John Wayne Gacy, David Berkowitz, Dennis Rader et Peter Stockliffe. La plupart d'entre eux commettaient des homicides et ou pratiquaient le cannibalisme. À partir des années 80, les serial killers se faisaient remplacer par les trafiquants de cocaïne, ce qui avait enclenché la guerre des drogues à Miami, au Mexique et en Colombie. Plusieurs régions avaient leur propre cartel comme à Guadalajara et à Medellín. Cela expliquait le phénomène de la cocaïne chez les gens de la classe UP. Les plus célèbres trafiquants de drogue étaient Pablo Escobar, Griselda Blanco, Salma Gluta, Willie Falcon, Félix Ángel Gallardo et El Chapo. Il y avait même eu un courant similaire au trafic de drogue d'Amérique du Sud qui était l'épidémie de crack aux États-Unis. Cet événement avait commencé lorsque la communauté afro-américaine était en quête d'argent dans leur milieu défavorisé où Reagan n'offrait que des récompenses qu'aux Blancs. C'était aussi là qu'avait lieu l'émergence des gangs de cette même communauté. Ils étaient habitués à la fusillade, la vente d'armes, au braquage et à l'extorsion. Les gangs les plus populaires étaient bien sûr les Crips et les Bloods. Il y en avait à New York, à Los Angeles, à Chicago et à Détroit.
Vers les années 90, la criminalité sentait un énorme déclin lorsque Bill Clinton et George H.W. Bush avaient établi des mesures plus sécuritaires pour leur pays. Mais par contre, on ressentait une tendance de séries criminelles non scénarisées à la télévision appelée la télé-tabloïd. Cela avait fait connaître de bouche à oreille des cas comme l'affaire O.J. Simpson, la tentative de meurtre de Mary-Jo Boyata Fuyuko, ainsi que John et Lorena Bobbitt. La plus grande tendance criminelle de la décennie était le terrorisme local, qui est un type de terrorisme commis par des habitants attaquant leur propre pays. Il y avait eu comme événements liés à cette activité violente l'attentat à Oklahoma City, l'attentat du parc Centenaire ainsi que la fusillade au lycée de Columbine. La criminalité avait senti un léger revival durant les années 2000 avec bien sûr les attentats du 11 septembre, ce qui avait contribué au phénomène du terrorisme islamiste par le grand Oussama Ben Laden. Depuis cet événement tragique, la panique morale de l'islamophobie s'était vite répandue en Amérique. C'était à cet instant que les Américains avaient envahi l'Irak et l'Afghanistan, ce qui avait suivi quelques attaques à la bombe après 2001 comme ceux à Londres en 2005. Le terrorisme local était encore d'actualité avec les fusillades comme celle à Virginia Tech en 2007 et en 2006 au collège Dawson à Montréal. C'était sûrement dû aux effets de ce qui s'était passé en 99 que cela avait provoqué des effets négatifs sur notre société. Ensuite arrivent les années 2010, une époque où la culture de hacking commençait à faire rage depuis le Wall Street Occupy. On avait durant cette décennie des cas très particuliers comme la cyberattaque contre Sony Pictures et la fuite de photos de stars qui sont tous deux arrivés en 2014. Cette décennie avait aussi fait l'affaire à de nombreuses dénonciations de vols et de crimes sexuels contre Weinstein, Bill Cosby et Jeffrey Epstein. Tout cela sous l'influence de la quatrième vague de féministes qu'avait créé le phénomène MeToo. Par contre, le terrorisme islamiste était encore d'actualité après la mort de Ben Laden. Sa cause était les effets qu'avait donné l'événement du printemps arabe. Les tragédies qui avaient marqué à jamais la décennie étaient ceux de Charlie Hebdo et de Paris en 2015, ceux à Nice en 2016 et la fusillade d'Orlando la même année. En parlant de fusillades, elles étaient très omniprésentes grâce aux conséquences d'une Amérique post-Trump. Les plus tragiques étaient en 2017 à Las Vegas et celles dans les écoles américaines en 2018. Voici alors la criminalité des années 2020 et du futur. Le soulèvement de la crypto-monnaie avait permis de faire augmenter le nombre incalculable de fraudes. La fraude était aussi omniprésente chez les influenceurs. Le confinement de 2020 avait même multiplié les cas de violence conjugale. Il y a aussi les violences policières depuis que l'Afro-Américain George Floyd avait perdu la vie, ce qui avait rendu populaire la culture woke. Donc voilà, j'espère que cette vidéo c'est ce que j'avais à raconter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et écrire un commentaire. Ciao!